donc ce webinaire du Club RSE. Donc on va être ensemble de 10h30 à midi. On a prévu un format un peu plus long pour ce dernier RSE de l'année 2020, parce que le sujet le méritait. Puis on a la chance d'avoir plusieurs intervenants qui vont pouvoir contribuer sur la question qu'on a souhaité partager aujourd'hui. Donc je vais les présenter juste après. Le thème qu'on a souhaité vous proposer aujourd'hui, c'est le thème de la lutte contre la Covid, tout en respectant l'environnement. Donc, est-ce que c'est possible effectivement de lutter contre ce virus tout en respectant l'environnement? Ce qu'on observe, c'est que depuis le printemps, il y a eu un recours massif et qui était quasi rendu obligatoire à la désinfection. Mais en fait, comme la crise s'installe dans la durée, en fait, ça amène à se poser des questions sur est-ce qu'il est possible de continuer à avoir une action de nettoyage, désinfection qui soit efficace sur le virus et qui en même temps prenne en compte des sujets qui sont importants dans la dimension RSE, l'engagement RSE, qui est la maîtrise des impacts sur l'environnement. Donc, essayer de combiner les efficacités entre celle de lutte contre le virus et le respect de l'environnement. Alors, on propose le déroulé suivant. On va prendre un petit temps d'introduction. Vont prendre la parole lors de ce temps d'introduction Jean-Pierre Mingeard, qui est le dirigeant de Time Propreté, qui est également le responsable de la commission RSE du SPEDRA. Donc un petit mot d'introduction. Également Blandine Nogent, qui est du Phare Propreté, donc la déléguée régionale, qui sera amené à également faire le lien entre ce sujet et puis un outil d'actualité pour la branche qui est le référentiel RSE, qui est un outil qui est vraiment intéressant et puis qui permet aussi d'outiller les entreprises sur les thématiques de la RSE. Donc il y a un lien direct entre le sujet d'aujourd'hui et ce référentiel. Ensuite, on passera sur un format table ronde de quasiment 3 quarts d'heure, où on écoutera successivement du coup les interventions de Christophe Leclerc, qui est du CTIP Conseil, donc le centre technique de la propreté. Donc on a souhaité, qui est un expert sur ces sujets techniques liés à la propreté, donc qu'on a souhaité solliciter pour pouvoir donner son avis sur la question qu'on se pose aujourd'hui. On aura également l'intervention de Lionel Chastagnol, qui est de Rema Group, donc qui est un des fournisseurs également partenaires du SPENRA en solutions et techniques de nettoyage, donc qu'on a également sollicité pour porter son avis en tant que professionnel et en tant qu'apporteur de solutions aux entreprises. Et puis, on bouclera la table ronde avec Jean-Pierre Mingeard, qui va du coup prendre là plutôt sa casquette d'entrepreneur et de dirigeant d'entreprise et d'entreprise de propreté, pour pouvoir, du coup, ça nous fait 3 points de vue qui sont, de notre point de vue, complémentaires. On espère que ça vous intéressera, en tout cas, entre un avis d'expert, un avis d'apporteur de solutions et professionnel, et puis un avis de vue de l'entreprise. Voilà, donc les propos que vous allez voir sont riches. N'hésitez pas donc à poser vos questions. En cours de prise de parole, le plus simple, c'est d'utiliser le menu conversé, donc ça évite d'interrompre le propos. En fonction des questions, peut-être qu'on sera amené à les prendre au fil de l'eau, on verra. Ou sinon, de toute façon, on a prévu un temps d'échange à partir de 11h25, 11h30 pour pouvoir être sur un format d'interaction où là, on pourra même ouvrir les micros plus facilement et pouvoir être dans un mode d'échange plus souple. Voilà. Puis on prévoit un petit temps de conclusion à la fin. Et donc, moi, je suis James Pedron, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, j'assure l'animation du club RSE pour le compte du SPEDRA et du Phare Propreté. Et je fais partie d'une organisation qui s'appelle le CIRID, qui est un centre de ressources sur des sujets du développement durable. Donc, voilà pour les présentations. Jean-Pierre, je te propose de prendre la parole, du coup. Bonjour à tous, Jean-Pierre Mingeard, responsable de la commission développement durable. Alors effectivement, le sujet qu'on aborde aujourd'hui, je pense qu'il est essentiel. Il répond à beaucoup de demandes de nous tous, entrepreneurs de la propreté. D'ailleurs, le magazine Service a fait un gros article ce mois-ci, je pense que vous avez dû le recevoir et le voir,
Voilà. Alors, je pense qu'il est important de s'interroger. Excusez-moi, j'ai un petit problème. Voilà, je le règle. Voilà, je suis désolé. Il est important de s'interroger effectivement sur cette dimension environnementale en disant l'intérêt de les affecter autrement, c'est de limiter les effluents, c'est d'utiliser uniquement la chimie nécessaire et peut-être pas forcément imposée, on y reviendra plus tard, d'améliorer la qualité de l'air, de s'orienter vers des produits plus éco-responsables. Je ne parle pas écologique, j'ai bien utilisé le mot éco-responsable. De façon sociale, c'est d'améliorer les conditions de travail de nos salariés, c'est de moderniser nos pratiques, c'est de valoriser notre travail différemment, parce qu'on peut désinfecter différemment. C'est d'améliorer aussi toutes les formations, les compétences qu'on peut avoir, c'est réduire les charges transportées, mais ça, j'y reviendrai à la fin. Et de manière économique, effectivement, si on peut nettoyer différemment, si on peut agir différemment, on peut aussi réduire, on en parlera après, des TMS qui ont un coût important. On peut réduire les consommations d'eau et de chimie qui impactent quand même grandement aussi nos actions. Voilà, réduire les accidents de travail. Voilà. C'est plein de sujets qu'on va aborder à travers ces thématiques. Je laisse la parole à Blandine pour faire un peu le relais, effectivement, aussi sur notre nouveau référentiel RSE. Oui, donc écoutez, bonjour à toutes et à tous. Donc Blandine Nogent, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis la déléguée régionale donc, du phare propreté. Et donc le phare propreté étant l'opérateur de la branche en charge de toutes les thématiques RSE, ce qui permet de faire le lien effectivement aujourd'hui avec le lancement du référentiel sectoriel de la propreté qui a été lancé pour l'Assemblée générale de la FEB qui a eu lieu donc au mois de septembre. Pourquoi le lien? Puisque par rapport à l'utilisation effectivement des produits respectueux de l'environnement, l'impact environnemental fait partie intégrante je dirais de ce référentiel. Donc référentiel, on va peut-être pas revenir, mais il y a 18 effectivement engagements sur 4 grands thèmes. Et dans les 4 grands thèmes, on a un grand thème spécifique à l'engagement environnemental. Où on va avoir toute une partie sur effectivement la partie utilisation, engagement, impact environnemental, qui pèse 8%, je dirais, de la note globale. Donc, ce qui n'est pas non plus complètement anodin. Pour vous donner un ordre d'idée, l'engagement environnemental, c'est 15% de la note dans notre référentiel sectoriel. Donc, et l'impact environnemental d'un point de vue utilisation de produits, voilà, on est à 8%. Donc, ce qui me semble intéressant, c'est que vous puissiez effectivement faire la connexion entre ce référentiel et la présentation d'aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur ce référentiel, je vous invite à aller sur le site Monde de la propreté, rubrique RSE, et vous avez effectivement l'ensemble des explications sur cette démarche qui vient de démarrer et qui est faite voilà, pour vous. Voilà, je laisse les participants prendre le relais. Parfait, merci beaucoup Blandine et Jean-Pierre pour ce mot d'introduction qui permet de te mettre dans le contexte. Donc je vais arrêter mon partage et je vais proposer à Christophe Leclerc, si vous êtes OK, de prendre la parole. Du coup, voilà, on vous laisse un temps de prise de parole pour partager avec nous sur votre point de vue d'expert sur ce sujet, cette question qu'on a posée aujourd'hui. Bonjour à tous. Donc normalement vous devez voir donc le diaporama que je vais commenter par rapport aux solutions de nettoyage actives sur le Covid et bien sûr on abordera au travers du sujet aussi l'aspect respect de l'environnement. Alors d'abord avant de parler protocole de nettoyage, puisque c'est un peu le sujet. On va rappeler peut-être deux choses importantes en préambule, donc notamment le mode de contamination d'un individu à la Covid-19, puisque c'est important de le rappeler pour notamment la prévention des salariés. Vous avez bien sûr, vous connaissez bien maintenant, donc c'est les voies respiratoires via un contact rapproché d'un individu positif, notamment dans les zones collectives closes, donc notamment les bureaux ou vestiaires où il y a peu de ventilation d'air, notamment. Et puis vous avez le sujet de la contamination par manuportée, donc
une surface étant contaminée par un individu, hein, donc elle peut être bien sûr contaminée par le virus, et puis un usager ou l'agent de propreté en tant qu'opérateur va toucher cette surface, et puis la contamination étant sur la main, va être ensuite, cette contamination sera portée éventuellement au visage, et puis on a cette possibilité de contamination liée au virus. Donc ça, c'est le premier point, hein, donc notamment derrière, l'idée c'est aussi de faire de la prévention sur la partie, bien sûr, santé-sécurité. Puis après, il y a le sujet sur comment l'éliminer, hein, donc alors on en sait bien sûr un peu plus aujourd'hui qu'au début, hein, c'est-à-dire en mars, et ça s'est vu au travers des évolutions des protocoles. La particularité du virus, hein, donc c'est ce qu'on appelle un virus enveloppé. Ça veut dire qu'en fait, autour du virus qui est le contaminant, en fait, on a une couche lipidique, hein, donc une couche graisseuse qui entoure ce virus et qui est sensible à la détergence. Et donc, ça veut dire que l'usage de produits avec des tensioactifs, donc, qui sont contenus dans les détergents, va favoriser donc son élimination et donc faire annihiler l'activité du virus et donc le supprimer. Hein, la pratique qui est recommandée depuis très longtemps, depuis le début, hein, c'est notamment pour éviter de se contaminer via les mains, hein, c'est le lavage régulier des mains au savon, hein, qui élimine de fait, je dirais, le virus, hein, et donc de ce fait-là, la détergence assure quelque part ici la désinfection. Alors c'est un cas particulier parce que c'est lié bien sûr à cette enveloppe lipidique, hein. D'autres virus n'ont pas cette enveloppe, hein, donc la particularité du Covid, c'est qu'il a cette enveloppe qui entoure cette activité virale. Donc ça, c'est le préambule que je souhaitais pour parler bien sûr après technique. Alors, par contre, mon diapo, voilà. J'étais avancé un peu trop vite, pardon. Donc, je vais revenir ensuite. Donc, on va parler de nettoyage et de détergence, hein. Alors, je rappelle, bon, c'est bien connu des professionnels de la propreté, mais c'est important de ramener l'importance des facteurs de nettoyage, hein. Vous les connaissez, les 4 facteurs: température, action chimique, action mécanique, temps de contact. Un procédé de nettoyage, hein, va toujours enfin, on va avoir une proportion plus ou moins variable de l'ensemble des paramètres, hein, de ces 4 paramètres qu'on retrouve dans les activités de détergence. On va retrouver, alors par exemple, tout en bas à gauche, vous avez l'agroalimentaire, hein, où on va favoriser plutôt l'action chimique par la production de mousse, hein, sur des surfaces notamment ici agroalimentaires, hein. Donc là, la mousse va agir durant le temps de contact relativement assez long pour assurer l'action de détergence. Vous avez, donc là, l'action chimique est prépondérante. Vous avez ensuite, donc bien sûr, puis le temps, hein, l'action chimique et bien sûr le temps associé. Vous avez la vapeur, hein, où là, on va agir plutôt sur la température et l'action mécanique, hein, qu'on peut avoir en frottant la surface du matériau. Et puis, vous avez la machine, le rotowash, où on va plutôt privilégier l'action mécanique, hein, du fait de la disposition des brosses et de l'action mécanique exercée par ce type de brosse à axe horizontal. Vous voyez que donc, le nettoyage, c'est l'association au travers d'un procédé de plus ou moins ces 4 paramètres avec parfois une prépondérance d'action mécanique, de température ou de chimie, ou voire parfois le temps. C'est moins souvent le cas puisque la notion de temps est bien souvent limitée au niveau de la prestation. Concernant alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'évolution des protocoles, du protocole, hein. Donc, initialement, les premiers écrits, hein, que j'ai retrouvés donc, provenant du gouvernement, hein, donc c'est dans un question-réponse, hein, du mise à jour le 9 mars 2020, où en fait, hein, initialement, 3 étapes étaient préconisées par le gouvernement pour intervenir sur des surfaces pour la lutte contre le Covid. 3 étapes que je rappelle: un nettoyage, une opération de détergence, une opération de rinçage, qui consiste notamment à supprimer les résidus de la détergence, et puis une opération de désinfection avec notamment l'usage de l'eau de Javel, hein, comme désinfectant. Bon, très rapidement, alors bien sûr, ces écrits ont fait bien sûr a été très largement communiqué notamment aux donneurs d'ordre, hein. Bien sûr, à l'entreprise de propreté, on était aussi concernés puisqu'on était, les clients exigeaient cette technique, enfin ce procédé.
Il est évident que dans la profession, l'eau de Javel, on n'en parle plus. En tout cas, on n'en parle plus. C'est un sujet sur lequel on a depuis très longtemps banni l'usage de l'eau de Javel. Donc, ça va porter forcément ambiguïté au niveau des entreprises. Bon, très rapidement, il y a eu des évolutions, bien sûr, de ces protocoles nationaux pour notamment admettre aussi d'autres techniques, comme l'usage, bien sûr, de détergents et, bien sûr, de détergents désinfectants. Ce qui a donné lieu, d'ailleurs, pour nous, au niveau de la profession, à l'écriture de protocoles qu'on verra juste après. Aujourd'hui, le dernier protocole national, donc vous avez actualisé le 13 novembre, met en évidence donc l'usage de détergents pour les situations classiques sans pour autant qu'il y ait des surfaces contaminées. Et la désinfection est réservée en cas de circulation active du virus après une opération de nettoyage. Donc, c'est-à-dire on associe, donc c'est des cas avérés de Covid pour lesquels on va mettre en usage la désinfection au sens d'un produit désinfectant avec le caractère de référence normative. Ce qui a changé aussi depuis je dirais les premiers écrits, c'est aujourd'hui, dans le protocole, on insiste surtout sur l'aération des lieux. Donc, toutes les 3 heures, 15 minutes. Donc, c'est une opération qui était historiquement dans les cahiers des charges, qui a été supprimée du fait de la conception aussi des locaux. Et aujourd'hui, donc, on insiste surtout sur l'aération des locaux ou d'avoir des systèmes de ventilation performants avec l'entrée d'air neuf, puisque vous avez en tête les modes de contamination et notamment par les voies respiratoires. Bien sûr, donc le protocole fait état toujours de l'eau de Javel, donc avec bien sûr les risques associés, notamment pour les matériaux, la dégradation de la corrosion des matériaux, et puis bien sûr les risques pour la santé des opérateurs, notamment en cas de mélange, et puis bien sûr la présence de chlore et puis que le produit présente des risques d'irritation cutanée et de la peau, et puis également des yeux. Vous avez donc au niveau de la branche, donc différents outils ont été mis en place pour accompagner les entreprises, donc avec une actualisation régulière, notamment du guide bonne pratique, puisque entre août 2020 et aujourd'hui, le protocole national, il y a eu 4 versions, donc pour vous dire que ça bouge beaucoup tout en haut au niveau du gouvernement. Alors, sur l'aspect technique, il y a peu de changements malgré tout, heureusement. C'est plutôt notamment l'aération qui est plutôt mis en avant aujourd'hui. Ensuite, bien sûr, vous avez la fiche conseil métier, donc, qui est destinée qui provient aussi du ministère du Travail. Et puis après, vous avez des outils qui ont été élaborés avec notamment des webinars, des circulaires, notamment une circulaire sur la désinfection qui est disponible sur le site du Monde de la Propreté, également des recommandations sur le port de masque. Et puis, derrière, c'est le guide des bonnes pratiques. Donc, il y a eu bien sûr, des protocoles qui ont été établis par secteur d'activité. Donc, notamment les 2 derniers qui sont sur la droite, donc sur les surfaces de vente et donc le nettoyage en logistique et industrie. Et puis, donc ces protocoles ont bien sûr également suivi les évolutions en lien avec le guide des bonnes pratiques, notamment aujourd'hui le port du masque obligatoire, notamment dans les lieux collectifs clos. Concernant tous ces, à la fois le guide et puis les protocoles, les 5 protocoles qu'on vient de voir, c'est globalement c'est la même méthodologie. On distingue toujours 2 situations. C'est la notion de faible probabilité de cas de Covid ou de forte probabilité de Covid. Avec la particularité malgré tout, donc, et ça c'est toujours vrai au travers de la durée de vie du virus. On sait que la durée de vie sur les surfaces humides est plus élevée et également sur certains matériaux. Donc durée de vie est plus importante sur des surfaces humides, notamment dans la partie sanitaire qui pourrait être contaminée. Et puis sur les zones sèches, on est plutôt sur une durée de vie relativement courte. Alors c'est important de prendre en compte ces paramètres, parce que bien sûr, c'est notamment pour la prévention des opérateurs, puisque on peut de fait exposer in situ les salariés à ces situations, notamment quand on est en cas
de forte probabilité de Covid, d'où les précautions qui sont déclinées dans les protocoles. On va voir juste après. Donc, faible probabilité, ben, c'est les situations classiques. On va dire, c'est aujourd'hui, normalement, c'est 99%, voire 100% des prestations. C'est des situations classiques pour lesquelles il n'y a pas de particularité. Bien sûr, comme on est amené en termes d'équipement de protection, on est amené à réaliser des prestations avec de la chimie. Il faut forcément avoir des gants, donc jetables ou à usage unique. Enfin usage unique ou réutilisable, pardon. Et puis bien sûr, on a le masque grand public, qui est bien sûr obligatoire, notamment pour les lieux collectifs clos. Donc ça, c'est la situation 1. Donc à la fois les guides et les protocoles sont construits dans cette même logique. Situation 2, c'est les situations à forte probabilité. Donc pour l'entreprise de propreté, il s'agit surtout, la plupart du temps, c'est le client qui prévient. C'est le seul moyen c'est que le client alerte de cette situation Covid, pour lequel en fait on est en forte probabilité de cas de Covid, et la prévention prévaut. Et donc de ce fait-là, les protocoles sont écrits en prévision donc des délais d'intervention qui laissent de fait naturellement mourir progressivement la charge virale, enfin le virus, et de ce fait-là, le risque est moindre pour l'intervenant, avec malgré tout des précautions. Bien sûr, si vous intervenez dans une zone, donc c'est la colonne de droite, intervention de moins de 12 heures, avec si moins de 3 heures parce qu'il y a une urgence vis-à-vis d'un client, il faut porter le masque FFP pour protéger donc le salarié d'une exposition par voie respiratoire liée à la présence du Covid. Bien sûr, les gants et blouses sont nécessaires dans ces cas de figure. Bien sûr, on est dans une situation avérée de cas de Covid, bien sûr. Au niveau des protocoles, on arrive à la partie liée donc à l'usage de produits de nettoyage. Donc là également, les protocoles guides et protocoles sont inscrits dans la même logique. Deux situations, faible probabilité, donc pas de signalement de cas de Covid. On va privilégier la détergence, puisqu'on sait que la détergence, au cas où il serait présent, le Covid serait présent, suffit à éliminer le virus sur les surfaces. Ou détergents désinfectants, notamment pour les points de contact. Donc les points de contact, c'est pas le sol, mais les interrupteurs. Enfin, c'est les endroits où les personnes pourraient mettre leurs mains, et donc pour éviter cette contamination. Donc ça laisse l'entreprise la possibilité de faire l'un ou l'autre, sachant que bien sûr les gros volumes d'eau utilisés sont sur le sol, donc plutôt privilégier de la détergence. Et puis sur les surfaces, les situations où vous avez une forte probabilité, donc l'usage de détergents désinfectants est plutôt recommandé du fait de la présence du Covid. Concernant après bien sûr on utilise des supports d'essuyage jetables ou réutilisables, et puis bien sûr il y a un certain nombre de recommandations qui sont liées à l'intervention, donc bien sûr dans la mesure du possible il faut aérer le local, dans la mesure du possible, alors notamment dans les lieux clos fermés, donc par exemple le protocole sur le numéro 5 qui est relatif à l'entretien de la partie entrepôt logistique et puis industrie. On y aborde le sujet des vestiaires des entreprises. Donc, et là, on privilégie notamment, puisque bien souvent, c'est des endroits un peu, je dirais, mal ventilés, peu aérés. Donc là, il y a des précautions particulières à prendre. Donc, on aborde de façon précise, enfin, on détaille les mesures de prévention pour faciliter, pour éviter que le salarié soit exposé. Et notamment, il est inscrit notamment d'aérer le local par l'ouverture de fenêtres pour permettre de renouveler l'air si la ventilation est déficiente. Ensuite, bien sûr, sur l'usage de pulvé, donc on va plutôt pulvériser le produit sur le matériau, le tissu d'essuyage, et non sur la surface, qui permet, le fait de faire ce geste permet d'éviter de faire des déplacements d'air sur les surfaces et éventuellement de faire déplacer le virus. Et puis bien sûr, c'est lié aux techniques de nettoyage que vous connaissez, donc éviter de contaminer une surface déjà contaminée, donc on va travailler du plus loin au plus près pour éviter et vers
du haut vers le bas, hein, etc. Et puis éviter de repasser sur la même surface déjà nettoyée. Hein, donc derrière une opération de détergence ou de détergence désinfectant, on va laisser ne pas assécher les surfaces, hein, pour on va laisser tout simplement un séchage naturel, puisque le produit peut bien sûr rester actif durant cette période-là. Et puis, bien sûr, mettre des sacs poubelles, pour éviter de toucher les déchets, quoi. Et puis, bien sûr, il y a tout le sujet sur la filtration, hein. Donc, le protocole national insiste sur la filtration avec filtration EPA. Et vous avez une nouvelle exigence qui est apparue sur le site INRS, hein, notamment pour les situations à forte probabilité Covid, hein. Il est nécessaire d'avoir un aspirateur du type aspirateur amiante, hein, donc qui serait nécessaire pour les situations cas Covid, hein, où on serait amené à faire de l'aspiration de sol, hein. Donc c'est un aspirateur avec une performance d'efficacité très élevée. Voilà. Et pour terminer, donc sur les techniques de désinfection, vous avez donc je fais un extrait de la circulaire de technique qui a été actualisée, hein. Donc on sait que la désinfection c'est un résultat momentané, hein. Donc c'est-à-dire que une fois que vous avez fait, on a appliqué sur la surface un détergent, un désinfectant, pardon. Peut-être qu'une heure après, du fait à l'usage du local par un usager, hein, forcément la surface est de nouveau contaminée, hein. Donc la désinfection n'est pas pérenne, elle n'est pas pérenne dans le temps, donc elle est au moment où on l'a fait. La désinfection, elle est efficace que si la surface est propre, hein. Donc c'est pour ça que il faut, avant tout procéder de désinfection, il faut s'assurer que la surface soit propre par un nettoyage efficace, hein. Et voilà. Et donc vous avez bien sûr d'autres procédés qui ont l'efficacité nettoyage et désinfection, notamment la vapeur, hein, donc avec une norme qui est tout à fait récente, hein, puisque c'est doit être de décembre 2019, hein, dont vous avez les références, hein, donc pour nettoyer des matériels vapeur qui ont une efficacité à la fois de nettoyage et de désinfection. Et puis vous avez des procédés complémentaires de désinfection, hein, donc ça veut dire qu'au préalable, il faut faire une opération de nettoyage, hein, notamment la brumisation, hein, donc c'est ou aussi appelée nébulisation, hein, donc brouillard, hein, qui est émis par une machine et qui va se déposer sur l'ensemble des surfaces, hein, qui donc va permettre la désinfection. Puis bien sûr, vous avez également les lampes UV avec bien sûr, donc on utilise des UV de type C, hein, qui ont caractère germicide, hein, donc qui tuent toute vie, et notamment les virus et bien sûr les bactéries. Voilà, merci de votre attention. J'ai terminé la présentation. J'espère que je n'ai pas été trop long. Non, c'est parfait. Merci beaucoup, Christophe. C'était très, très complet. Donc, alors, il y a une question qui apparaît dans la conversation que je vais partager avec vous dans un instant. Et voilà, ce que je souhaitais préciser, c'est que dans le cadre de la préparation qu'on a faite, c'est vrai que le sujet est très vaste et on s'est dit qu'on concentrait du coup plutôt le propos, la prise de parole et les échanges, les contributions plutôt sur le nettoyage de surface, même si vous avez évoqué en conclusion d'autres techniques qui vont pouvoir venir en complément. Donc ça, c'est un point important. Et puis oui, vous avez commencé du coup, plus que commencé, vous avez donc répondu à la question qu'on se posait en introduction en disant qu'il y a une réponse possible déjà dans le fait de s'assurer que la manière d'appliquer les techniques de nettoyage pouvait avoir à la fois un effet sur le virus et maîtriser les impacts sur l'environnement, c'est de séparer les différents types d'interventions et dans un certain nombre de cas, qui est la majorité des cas, faire en sorte d'avoir une détergence du coup, qui, vous l'avez expliqué, a un effet sur le virus et du coup, sans forcément passer par des produits désinfectants qui pourraient avoir un impact. Si j'ai bien compris, c'est le propos, il me semble. Ouais, c'est ça. Et puis en fait, la difficulté, c'est que tout le discours initial, c'était quand même privilégier de la désinfection, quoi. Enfin, quand on reprend le contexte initial où on a le gouvernement qui écrit, et donc notamment, alors on a eu beaucoup de retours du secteur hospitalier, hein, où on avait les opérations en 3 étapes, hein, sur nettoyage, rinçage, et forcément ces 3 opérations au mieux d'une, quoi. Et donc forcément, en termes de ressources humaines face à ces 3 opérations à mettre en œuvre, forcément,
c'est intenable, quoi. Enfin, c'est intenable. Et puis ça, alors ça a été je dirais, les écrits ont duré peut-être une dizaine de jours, quoi. Mais néanmoins, il y a quand même les clients qui étaient forcément, comme point de repère, c'est quand même un point de repère important, c'est le gouvernement qui prend des décisions. Et derrière, c'est appliqué par les entreprises, hein. Donc là, c'était relativement ambigu au démarrage, quoi. Après, ils ont rectifié de tir, mais enfin, dans le protocole aujourd'hui encore, on voit encore, dans la situation Covid, hein, on voit encore apparaître nettoyage, rinçage et eau de javel, hein. Ça, c'est vraiment un point important. Et donc, oui, ce qu'on entend dans votre présentation aussi, c'est d'avoir un bon ajustement finalement des moyens qu'on met en face des besoins, quoi. C'est de se poser la question, une fois que l'effervescence du début de la crise est passée, de bien séparer les situations, ce que vous faisiez apparaître clairement dans vos diapositives. Donc, du coup, je me suis permis de dire qu'on partagerait le support, hein, si Oui, vous bien êtes sûr. OK, suite au webinaire pour ceux qui voudraient pouvoir s'y Oui, replonger. puis dans le cas de situation de cas de Covid, hein, ça permet aussi à l'entreprise de s'organiser, quoi. On a une autre attitude que les nettoyages, on va dire, classiques, quoi. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où on prend en compte la demande du client, on met en place les ressources en face pour assurer à la fois l'intervention et puis la prévention des opérateurs qui vont y aller, quoi, des salariés, quoi. Voilà. Très bien. OK. Alors, il y a une question qui est assez technique, qui est posée sur le type de masque FFP. La question, c'est est-ce que le masque FFP préconisé, c'est un FFP 1, 2 ou 3? Alors, je ne sais pas si vous allez avoir l'élément de réponse. Je pense que c'est dans le cas d'une intervention sous moins de 3 heures, c'est ça, si j'ai bien Ouais, suivi? l'idéal, c'est au minimum, si on est moins de 3 heures, il faut vigier le maximum. Donc le FFP2, c'est ce qui est recommandé en secteur hospitalier, hein, FFP2. Si on a 3, c'est mieux. Après, bien sûr, c'est pas les mêmes coûts, et puis il faut les avoir, sachant qu'aujourd'hui, hein, les masques FFP sont quand même plutôt réservés au secteur médical, quoi. Hein, OK. d'accord. Très Mais bien. si on veut protéger, un masque chirurgical ne protège pas, il protège de façon collective. Aujourd'hui, si on veut protéger les salariés, c'est des masques FFP. Parce que c'est des masques qui, en fait, on a notre système respiratoire, on inspire, on expire, hein. Et quand on inspire, il faut un masque FFP, quoi, pour éviter de se contaminer. Donc, D'accord. voilà. Très bien. Je peux me permettre de rajouter quelque chose. Pour en avoir vendu quand même pendant quelques années de ces masques, effectivement, le masque chirurgical n'est pas un masque de protection respiratoire, c'est une protection pour les autres. On évite de contaminer les autres. Par contre, le FFP, c'est un masque qui se dit plus ou moins étanche en fonction du numéro 1, 2 et 3. Donc, il est étanche. Et c'est pour ça qu'il existe aussi des masques avec des valves pour éviter qu'il y ait trop de condensation et trop de chaleur à l'intérieur du masque. On doit le porter longtemps. Et là, effectivement, dans le cas du Covid, il n'est pas utilisé de masque avec des valves. Parce que, bien sûr, les rejets qu'on va faire de la bouche et du nez vont ressortir. Donc, ce sont des masques sans valve. Et effectivement, c'est bien le P3 qui, pour tout ce qui est qui est le plus étanche et qui est le plus efficace en termes de filtration. L'inconvénient, c'est qu'effectivement, c'est des masques qui coûtent relativement cher. Bien, merci beaucoup pour cette précision. Est-ce éventuellement, il y aura une autre question avant qu'on passe la parole à Lionel Chastagnol? Donc, soit sur le chat, soit si vous voulez ouvrir votre caméra ou votre micro. On peut en prendre une aussi au passage. Je laisse quelques instants pour que vous puissiez réagir si vous le souhaitez. Ok, bon. Eh ben, je vais proposer du coup à Lionel Chastagnol de prendre la parole. Je vais partager du coup mon écran pour donner accès à la présentation que vous avez prévue. Et je vous laisse peut-être vous présenter rapidement en même temps. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Lionel Chastagnol, moi je m'occupe de la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le groupe REMA. Nous sommes distributeurs de matériel, enfin de tout ce que nos sociétés sont susceptibles d'utiliser. Et nous avons travaillé depuis à peu près 2012
sur des solutions eau ozonée pour les surfaces. C'est à ce titre que je vais intervenir. Eau ozonée, en 2012, nous avons eu une réflexion par rapport à certaines actions qu'on avait dans le domaine médical et en partenariat avec les sociétés de propreté, à savoir que l'utilisation intensive des virucides ou des désinfectants au démarrage en 2012 sur les sols engendrait des nécessités d'opérations lourdes pour vous-même, à savoir les décapages, les remises en état des sols pour supprimer les biofilms. Et nous avions aussi la partie médicale qui nous évoquait les bactéries multirésistantes, donc problématique d'utilisation de la chimie. Donc on a recherché des solutions nettoyantes et désinfectantes, autres que la chimie traditionnelle. Ceci aussi parce qu'en 2012, vous tous et nous, on réfléchissait déjà à des approches plus éco-responsables. Donc nous avons installé sur nos autolaveuses des générateurs à ozone. Donc on crée à partir de l'eau du réseau, de l'eau du robinet, on injecte de l'ozone dans cette eau, on la rend fortement désinfectante, très rapidement et très fortement désinfectante. Et cette eau, et l'ozone ayant une faculté oxydante, en fait, on obtient une action de nettoyage. L'avantage, comme je le disais pour vous-même, ça a été des opérations moins lourdes de remise en état. Mais ce que l'on recherchait, c'était à être efficace très rapidement. C'est le cas de ces solutions, avec une recolonisation beaucoup moins rapide que lors de l'utilisation de virucides ou d'autres désinfectants. Lors de l'apparition suite à ça, la problématique de l'ozone sur les bactéries ou virus, la problématique, c'est que l'ozone, c'est un gaz, c'est instable. Sur une machine, vous générez une solution efficace immédiatement, l'ozone repart dans l'atmosphère, donc efficace à un instant T, très efficace, mais non stable. Suite à ça, est apparu à Interclean, il y a quelques années de ça, il y a à peu près 6 ans, des générateurs d'eau ozonée stabilisés, qui devenait très intéressant pour vos sociétés parce qu'en fait, on pouvait envisager de traiter les surfaces hautes qui nécessitent pour vos agents d'avoir une solution dans un vaporisateur, dans un seau de lavage, en tout cas d'être véhiculé et donc stable. Ça, c'est la société Lotus Pro qui a créé ces solutions, qui sont maintenant assez largement diffusées. Lors de l'apparition de la Covid, des tests ont été réalisés. On a une très forte efficacité sur tout un tas de virus. Alors, quand je dis on, c'est cette technologie, hein, ce n'est pas REMA. Avec tout un tas d'avantages intéressants. Par exemple, on n'a pas d'allergie, ce qui permet à vos agents d'éviter une problématique qui peut être fréquente. Vous n'avez pas de risque en cas de projection. En termes de sécurité, on a quelque chose de très intéressant pour les utilisateurs. Toutes ces solutions évitent d'approvisionner les sites en produits traditionnels, détergents ou virucides ou autres. Donc, une démarche avec une empreinte carbone qui est bien intéressante parce qu'on se déplace, on a moins de contenants, etc. Donc, tout ça est apparu dans le cadre de recherche éco-responsable, de recherche d'efficacité, sécurité pour vos agents. Et lors de l'apparition du Covid, bien sûr, toutes ces solutions ont dû être testées en laboratoire de façon à pouvoir affirmer son efficacité, donc norme NF 14476, étant entendu qu'il était on pouvait effectivement avoir un dialogue commercial qui aurait rassuré certains utilisateurs, mais touchant à la santé publique, il était hors de question de s'engager sans avoir des confirmations, certifications. Donc à ce jour, les solutions d'eau ozonée
à ma connaissance, se décline sous 3 aspects. Utilisation sur les sols, des autolaveuses qui sont équipées de générateurs d'ozone. C'est très efficace dans le cadre des désinfections, c'est très efficace dans le cadre d'un nettoyage quotidien. Et on a découvert d'autres propriétés qui font que ce sont des solutions maintenant qui sont de plus en plus presque imposées par certains grands acteurs, grande distribution, bâtiments publics, bâtiments de France et autres. C'est très viable, c'est facile à utiliser, donc pour les sociétés de nettoyage, à mon sens, intéressant. Les solutions de désinfection donc des surfaces hautes, avec de l'eau ozonée stabilisée, ça se décline à ce jour sous 2 formes, 2 appareils qui sont diffusés largement. Un appareil qui s'appelle le Tersano, qui à partir d'une source électrique, une prise secteur et une arrivée d'eau type robinet, vous permet de générer une solution là aussi nettoyante et désinfectante, efficace contre la Covid, toujours sans risque pour vos agents et autres. Cette solution s'installe sur les sites. Ça permet là aussi d'éviter les flaconnages, les approvisionnements, donc toujours une démarche éco-responsable assez large. Et puis il existe un petit générateur, le Lightclean Mini, qui reproduit le même type de technologie, à savoir vous avez un appareil portatif avec un petit réservoir qui va vous permettre de générer de l'eau ozonée. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'eau ozonée, et c'est testé et prouvé, vous permet aussi par exemple de remplacer le gel hydroalcoolique. C'est-à-dire, vu que vous n'avez pas d'agressivité par rapport au derme et vous n'avez pas de phénomène allergique reconnu ou détecté à ce jour, jusqu'à des seuils très élevés, on a testé sur des gens extrêmement allergiques, même de façon olfactive. En fait, on offre vraiment un produit sécurisant pour les utilisateurs. Ces technologies ont été fortement mises en avant lors du premier épisode de la Covid, principalement, je pense, parce que les opérateurs voyaient apparaître, enfin, nous sommes distributeurs, donc on voyait apparaître des demandes de virucides extrêmement importantes, avec des utilisations pas toujours raisonnées, comme le détaillait Christophe. Les protocoles sont intéressants, ils ne sont pas faits par hasard. Mais on n'a pas retrouvé sur l'ensemble du terrain des applications toujours très rationnelles. Donc, se sortir d'une utilisation disproportionnée de virucides semblait intéressant, à minima pour la santé des utilisateurs, mais aussi pour le public fréquentant les lieux traités. D'où, je pense, beaucoup d'opérateurs qui sont lancés dans la distribution de solutions d'eau ozonée. À ce jour, c'est quelque chose qui peut se retrouver facilement sur le marché, facile à utiliser. Ça me semble être une approche sécurisante pour vos activités. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y a à dire sur le sujet. J'insiste sur le fait que ça a été fortement testé. Il existe des tests laboratoires, que les machines sont à peu près, en tout cas pour les générateurs d'eau ozonée, sont identiques, quels que soient les distributeurs. Donc il n'y a pas de risque de qualité d'appareil pour vous ou autre, parce que c'est assez captif tout ça. Je pense que c'est réellement quelque chose qui fait la différence par rapport à une utilisation disproportionnée des virucides. Super, merci beaucoup. Alors, je crois que je n'ai pas passé les diapositives. Je ne sais pas si c'est… Ouais. Non, c'est des illustrations, à la limite, si c'est joint après. Ouais, ça okay. reprend ce que j'ai dit sur l'approche en fait qui est éco-responsable. Ouais. Moins de flaconnage, vous n'avez pas approvisionné les sites, donc moins de déplacements, des gains de temps, pas de carburant pour les véhicules. Donc on rentre dans une approche un peu globale, mais in fine, dans le cas Covid, on va dire que ce qui est intéressant, c'est l'efficacité et la sécurité.
Après, la démarche globale, bien sûr qu'elle est intéressante parce qu'on recherche tous de plus en plus, on va toucher la maîtrise des coûts, on se déplace moins. Enfin, c'est vraiment une démarche globale. Et les diapos reprennent en fait l'ensemble des éléments. Super. Bon, effectivement, Voilà. on les mettra à disposition aussi aux participants après le webinaire, on les adressera en complément des propos que vous avez entendus. Et puis j'en profite pour dire qu'on est en train d'enregistrer, donc il y aura un replay également qui sera revisionnable s'il y a des choses que vous voulez regarder ou partageable également pour des personnes qui n'auraient pas pu assister aujourd'hui. Je me permets une dernière précision. Oui. Il était difficile aujourd'hui de passer des illustrations vidéo qui, pour beaucoup, sont en anglais. Toutefois, c'est très facilement accessible sur le net. C'est clair, c'est rapide. Tout le monde a accès à l'information sans être orienté par un distributeur quelconque. Très bien. Ok. Tac. Ok. Est-ce que vous avez des questions? Alors, je regarde le chat en même temps. Avant qu'on passe la parole à Jean-Pierre Mingard pour témoigner du coup de cette du vécu côté entreprise de propreté. Vous pouvez, voilà, si vous voulez interagir, ouvrir votre caméra et votre micro, ou juste votre micro, c'est possible aussi, ou intervenir dans le chat par rapport à ces propos. Alors c'est vrai que vous avez fait le choix de témoigner sur cette technologie qui présente beaucoup d'avantages, et je crois que ce sera aussi une partie du témoignage de Jean-Pierre Mingard. Est-ce qu'il y a du coup peut-être d'autres techniques éventuellement pour compléter Il y a pas mal de choses sur le marché, mais on va dire extrêmement récemment, l'INRS a levé un peu des boucliers sécuritaires compréhensibles. Donc je pense principalement aux formes de décontamination par voie gazeuse. On entend beaucoup parler de l'ozone en voie gazeuse, en phase gazeuse, du peroxyde d'hydrogène. Les UV ont été évoqués, mais c'est un petit peu différent parce que on n'est pas en gaz. L'INRS a émis, et je pense qu'il y a eu des rapports récemment dans Bâtiment Entretien, je crois aussi. L'INRS a émis énormément de réserves. Les acteurs majeurs actuellement travaillent à une réponse de façon à étayer le dossier. Il est clair qu'il existe aussi tout de même des appareils de décontamination en phase gazeuse avec des tests lab extrêmement pertinents qui ne sont pas nécessairement français, d'où la difficulté d'approche sur le marché. Mais ça existe. Et c'est utilisé. Donc ça, c'est vrai que c'est un point très important, on l'avait dit en introduction, mais là, ce que vous avez présenté comme solution et comme critère d'efficacité, c'est pour le nettoyage de surface. Donc là, c'est une solution éprouvée, sur laquelle il n'y a pas de risque, justement, vous l'avez mis en avant, pas de risque pour la santé. Ça permet d'être compatible avec les allergies cutanées, aussi olfactives, donc ça, c'est un vrai atout. Et puis après, il y a l'autre volet dont on entend parler de l'ozone, qui est plutôt pour la nébulisation, les techniques aériennes, on va dire. Et là-dessus, c'est vrai qu'il y a des possibilités, mais il faut être vigilant, parce qu'il y a des questionnements qui peuvent aussi être liés sur en tout cas la protection aussi des équipes et tout ça. Donc voilà, je pense que c'est important, parce que je pense que à travers un seul mot, on a plusieurs technologies. Donc vous avez été très clair en tout cas sur le fait que pour tout ce qui est nettoyage de surface, c'est une solution qui est éprouvée, et, efficace et qui a pas d'impact sur la santé et très peu sur l'environnement. Je vois que vous avez mis sur une diapo les rejets dans l'environnement. Alors, c'est qu'on comprend bien qu'il n'y a pas de produit. Du coup, il n'y a pas de détergent ou pas de produits ajoutés. Donc, du coup, on se retrouve avec une eau de rejet qui est chargée d'éventuellement ce qui était présent sur les surfaces, quoi. C'est ça, hein. Voilà, exactement. L'eau de rejet peut effectivement avoir un coefficient de pollution, mais c'est exclusivement constitué de salissures récupérées lors du nettoyage des surfaces et des éventuels et fréquents dépôts de chimie précédemment utilisés, mais on ne dépasse pas ce cadre-là. L'ozone se retransforme en gaz et se diffuse dans l'atmosphère. Donc, vous n'avez... Alors,
Ça avait été une question qui avait été abordée lors de la préparation. Oui. Effectivement, on n'a pas de rejet contenant de l'ozone parce que l'ozone est en phase gazeuse et repasse en phase gazeuse. Très bien. Je vois qu'il y a une question. Hop, faut que j'arrive à accéder. Une question dans la conversation de Christophe Lamy. Est-ce que quelqu'un utilise le principe de la solution hydrolysée, de l'eau plus des sels électrifiés? Alors, est-ce que c'est une technique, Monsieur Chastagnol, éventuellement, que vous connaissez ou peut-être d'autres? Non, on avait, avant de s'orienter, nous, sur celle que j'ai évoquée, on avait testé. Alors, je sais qu'il existe des comparatifs que je n'ai pas là. Toutes celles contenant du sel, électrolyse, à un moment donné, occasionnaient des dépôts. Si l'on fait une utilisation quotidienne sur des surfaces de type brillante ou sur lesquelles les traces apparaissent plus facilement, il se trouve qu'elle ne nous donnait pas satisfaction sur le long terme. Après, en termes d'efficacité de désinfection, je ne pourrais pas me prononcer. Donc là, je préfère botter en touche. Ok. Mais effectivement, il existe d'autres choses. Il y a aussi un paramètre très important qui a été le paramètre économique. Parce que c'est bien beau qu'on recherche des solutions pour vous, mais il est nécessaire d'intégrer le paramètre économique dès le démarrage de nos recherches. On a pris des options qui donnent satisfaction. Mais il y en a peut-être d'autres, mais je ne les maîtrise pas. Bon, ça marche très bien. Merci beaucoup. Juste sur l'eau chlorée, Oui. l'utilisation de sel pour faire de l'eau, on va dire, elle a le caractère désinfectante. Donc, c'est utilisé en secteur hospitalier. Il y a des contraintes, notamment, il faut avoir la machine et puis il faut mettre du sel. Donc, il y a forcément une charge, une manipulation. Mais après, bien sûr, de tête, mais il y a une durée comme d'ailleurs beaucoup de désinfectants, ils ont un caractère désinfectant, mais avec un temps limite d'utilisation. C'est-à-dire qu'il faut que le désinfectant, l'eau chlorée soit utilisée dans les 24-48 heures. Je n'ai pas le délai en tête, mais elle perd son efficacité au bout d'un certain temps. Comme d'ailleurs, je pense que l'eau ozonée, elle n'est pas éternelle. Une fois qu'on l'a fabriquée, on doit l'utiliser. Alors, je suppose que si on l'utilise dans 10 jours, ce n'est pas la même efficacité. Ah non, c'est instable. Donc, vous avez, alors pour ce qui est des sols, c'est instantané. Donc, on ne recherche aucune stabilité. Pour ce qui est des surfaces, en fait, ça fait partie des technologies. Vous avez actuellement deux types de stabilisation. Une désinfection effective durant 4 heures ou 24 heures. C'est deux composés différents. Et un nettoyage 3 jours ou 6 jours. Au-delà de ces limites, plus vous êtes stable longtemps, moins votre appareil vous permet de générer de volume. C'est un choix économique. C'est une préconisation aussi qui est faite auprès des sociétés en fonction du type de site à traiter. Mais effectivement, à aucun moment, l'eau ozonée n'est stable sur du long terme. C'est vraiment une organisation de site, une formation des encadrants, etc., qui est impliquée avec ces technologies. Et on a aussi un autre problème que vous pourrez rencontrer, c'est que sur ces solutions, vous n'avez pas d'approche olfactive, c'est-à-dire on est sans odeur, ou quasi sans odeur, l'ozone ayant une légère odeur métallisée, ce qui peut présenter un inconvénient sur certains sites où vos clients vont pouvoir chercher un signe olfactif. Donc, en général, on arrive à parer ça avec l'utilisation des huiles essentielles ou produits concentrés ou autres, mais ce sont des solutions qui ne sont pas stables longtemps et qui n'ont pas d'odeur. Bien, merci pour ces précisions. Est-ce que, Christophe, la réponse vous satisfait? Est-ce que vous voulez relancer éventuellement? Non, mais ça veut dire d'ailleurs, on prépare la solution dont on a besoin en fait. Oui, c'est ça. De ce fait-là, donc il n'y a pas de volume de stockage, on va dire. Donc de ce fait-là, on prépare la quantité qu'on a besoin. C'est aussi quelque part, on préserve les ressources. Donc on est bien dans le sujet. Tout à fait, super. Du coup, il y a eu un petit quiproquo parce que j'ai appelé Christophe et il y a deux Christophe. Donc, je vais passer la parole à Christophe Lamy. Il n'y avait pas de souci. Non, c'est effectivement, on s'était intéressé
aussi au principe Aquama, parce que Aquama, c'est une solution suisse qui est utilisée sur l'aéroport de Genève notamment. Et effectivement, on s'était intéressé à ce principe qui était utilisé par un de nos clients et qui nous demandait de l'utiliser. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on s'était intéressé à ce système. Qui demande pareil une certaine logistique, qui demande une certaine rigueur et un certain mode de fonctionnement. Voilà. Et il me semble que vous partagez avec moi, parce qu'on a eu l'occasion d'échanger sur d'autres sujets hier, qu'il y avait même une ouverture à ce que les usagers des sites puissent récupérer un peu du mélange, c'est ça C'est ça, oui. Il y a un principe de bornes en fait, qui sont installées sur les sites, en général les gros sites, où le personnel va pouvoir venir prendre sous forme de badge le produit dans un conteneur, dans un petit vapeau, parce qu'effectivement, il y a une durée aussi d'utilisation qui est pas très importante, mais aussi, on va dire que les salariés du site, du client, peuvent venir se servir de ce produit sous forme de badge aussi, qui est facturé directement à la personne. Voilà, bon, c'est un principe économique qui est un petit peu qui est assez abouti, hein, mais ça demande une organisation quand même particulière. Voilà. Très bien, merci pour ce partage d'expérience. Je propose à Jean-Pierre Mingard de poursuivre cette table ronde. On poursuit du coup l'apport de retour d'expérience et de connaissances en se plaçant du côté de l'entreprise de propreté cette fois-ci. Donc, alors voilà, vous avez toujours accès au chat si vous avez des questions au fil de la présentation. On pourra les traiter aussi à la suite de cette troisième prise de parole. À toi, Jean-Pierre. Voilà. Vous m'entendez bien, c'est bon? On t'entend très bien, oui. Voilà. Alors, bon, moi, je serai un peu moins technique que nos deux prédécesseurs, hein. C'est une certitude. Voilà. Ce que je retiens, ce qui m'a fait plaisir, effectivement, je vais mettre ça sous forme de petits proverbes, c'est qu'effectivement, on ne va pas sortir un bazooka pour tuer un moustique. C'est ce que je retiens un petit peu aussi de cette situation de Covid. On a eu des demandes de clients, mais des choses de dingue, parce que la pression médiatique, la pression aussi de se dire je veux mettre en sécurité. Aujourd'hui, on se pose un petit peu. On a vu aujourd'hui qu'il existait plusieurs techniques, hein, qu'elles soient aériennes, que ce soit l'ozonné, la détergence. Voilà. Je pense que pour nous, entreprises, il est essentiel de se dire il faut vendre à notre client ce dont il a besoin. Et pas essayer de vendre d'autres choses comme certaines entreprises, d'ailleurs non issues de la propreté, l'ont fait pendant cette période de Covid. C'est vraiment, la session d'aujourd'hui nous permet d'avoir des armes pour lutter contre ces gens-là. Voilà. Autre chose qui va déterminer, je pense, à l'avenir, c'est que, on va dire, avant Covid, souvent, on vendait du nettoyage, c'est-à-dire souvent du visuel et de l'olfactif. Aujourd'hui, on a la chance de revenir à un essentiel de notre métier. Alors, en dehors, évidemment, de ceux qui vendaient à l'agroalimentaire ou l'hospitalier, bien sûr, on va vendre de l'hygiène. On va vendre de l'hygiène, effectivement, dans du tertiaire, dans du magasin. Voilà. C'est quelque chose, c'est une dimension qui devient essentielle aujourd'hui. Ça va nous permettre aussi de vendre de l'hygiène, de compenser un petit peu les pertes de mètres carrés qu'on peut avoir. Je ne sais pas si mes confrères ont ressenti ça, moi je commence à le ressentir depuis un mois. J'ai certains clients qui ferment une partie de leur bureau parce que, effectivement, ils ont moins de monde, ils en ont en télétravail. Donc, c'est entre guillemets des mètres carrés qu'on perd en nettoyage, mais qu'on arrive aujourd'hui à récupérer grâce à l'hygiène. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on essaie d'aller vendre autre chose à nos clients aujourd'hui, c'est vraiment, on va leur vendre de l'hygiène. C'est une autre proposition de valeur. Ce qui me permet d'en arriver à ce qu'on met en place, nous, depuis maintenant 3 ans, qu'on utilise l'eau ozonée. Effectivement, chaque fois qu'on a un client chez qui on peut installer un ozoneur, effectivement, il faut que le chantier s'y prête aussi. On essaie de mettre ça en place. Alors, l'eau ozonée, il y a eu un très bel article de fait, donc je ne vais pas revenir dessus. C'est vraiment un super procédé qu'on utilise. Par contre, il faut vraiment se dire qu'on l'utilise, nous, en parallèle, avec un système de pré-imprégnation. Donc, la pré-imprégnation, je ne sais pas si tout le monde est au courant. Remarquez, je n'ai pas la réaction de tout le monde, donc je vais essayer d'en parler 2-3 autres. Vraiment, le système de pré-imprégnation, c'est-à-dire qu'on travaille avec des franges qu'on va pré-imprégner, donc nous, à partir d'ozonné, qu'on peut imprégner autrement. Et on évite effectivement tout ce qui est chariot avec le double seau, le double bac. Voilà. On travaille vraiment, on pré-imprègne nos franges.
qu'est-ce que ça change réellement? C'est toute une organisation du travail, j'y reviendrai après. Si on parle de manière économique, par exemple, on va parler d'abord pour la planète. Qu'est-ce que ça engendre? Si je prends un exemple, par exemple, de 100 mètres carrés par jour, sur une salle, enfin une salle classique de 100 mètres carrés, ça veut dire que grosso modo, pour 100 mètres carrés, on utilise 10 litres d'eau et 5 litres d'eau de rinçage. Voilà. Et si on se base sur une théorie de 1500 mètres carrés par jour par agent, l'économie d'eau qu'on va générer grâce à la pré-imprégnation est de 46 tonnes de charges portées par nos ouvriers, et on passe de 240 litres par jour à 10 litres par jour avec un système de pré-imprégnation. Donc je pense que c'est quelque chose qui parle beaucoup. Nos salariés vont beaucoup moins porter, excusez-moi, et j'arrive sur une notion de TMS, on va considérablement réduire les TMS auprès de nos salariés. C'est important. Vis-à-vis de nos clients, parce qu'ils sont toujours attentifs effectivement à des méthodologies différentes. S'ils sont déjà très concernés par la RSE, c'est quelque chose qui leur parle immédiatement, on peut leur parler d'économie. Effectivement, si je travaille avec un double saut, un système de double saut classique comme on fait jusqu'à maintenant, grosso modo, entre la consommation d'eau, consommation de détergent et les machines dont on a besoin pour nettoyer nos franges, c'est un coût pour 1500 mètres carrés de 650 € par an. Sur un système de pré-imprégnation avec de l'eau ozonée, on revient à un coût de 100 € par an. Donc, on va lui permettre aussi de réaliser des économies et nous d'augmenter nos marges, ce qui n'est pas négligeable du tout. Si je reviens aussi au TMS, il faut savoir, donc il y a une étude qui était parue, le coût d'une TMS, trouble musculo-squelettique, c'est à peu près en moyenne 22 000 € par cas. Donc, pour l'entreprise, de manière qu'on repaye indirectement avec nos pourcentages de taux d'accident du travail. C'est, je pense, quelque chose d'important. Il faut savoir que ces nouvelles méthodes par pré-imprégnation vont limiter considérablement les TMS. C'est aussi un autre argument. Nous, entrepreneurs, on est sensibles et nos clients en face, ils sont très, très sensibles. Le dernier client qu'on a rentré comme ça, qui est une industrie agroalimentaire, ça a été un des arguments clés pour eux aussi. Voilà, c'est vraiment des choses qui comptent pour eux. Voilà, l'ozonné est un produit magnifique. On a de super distributeurs. Effectivement, on en a eu un qui a intervenu dernièrement pour prendre nos ventes, qui vous explique comment ça fonctionne. C'est très, très simple d'utilisation. Voilà, ce qui est la plus grande difficulté pour moi, elle réside dans la formation de notre personnel. Parce qu'ils sont habitués à utiliser plus ou moins bien d'ailleurs le double saut. Et du jour au lendemain, il faut les basculer effectivement sur un système de pré-imprégnation. Donc, les essais qu'on a menés, et toutes les mises en place qu'on a fait sur l'ensemble de nos chantiers, on se rend compte que ça passe quand même par 4 heures de formation effectivement pour un site, avec un rappel tous les 3 mois, au moins pendant la première année. Par contre, une fois que les salariés ont pris l'habitude de travailler en pré-imprégnation, ils ne reviennent plus en arrière. Et surtout, l'effet positif, c'est qu'aujourd'hui, c'est eux qui vont convaincre leurs collègues en disant « travaillez en pré-imprégnation, parce que c'est quand même beaucoup plus agréable pour nous. » Et on lave mieux les sols et le client il est content. Voilà. Je reviens sur le problème d'odeur qui avait été évoqué sur l'ozonné qui ne laisse aucune trace olfactive. C'est très important d'en parler avec son client au départ pour leur dire effectivement, vous n'aurez pas d'odeur. Par contre, est-ce qu'il n'est pas plus agréable de ne pas avoir d'odeur du tout sur un site? Quand on l'a bien expliqué au client et que l'usager dans les locaux est au courant, les choses se passent plutôt très très bien à ce niveau-là. Voilà le petit résumé que je pouvais faire. Je m'excuse, moins technique que mes autres intervenants. C'est très complémentaire. C'est tout l'intérêt de vous faire témoigner tous les trois, c'est d'avoir des points de vue qui sont vraiment complémentaires. Donc, ce qui est intéressant, je trouve, dans ton témoignage, c'est de témoigner qu'il y a quand même, du coup, une forme d'accompagnement du changement qui s'opère. Hein. Tu l'as bien détaillé à la fois au niveau des équipes, avec à l'arrivée un bénéfice qui est perçu à tel point que tu dis que les agents qui sont pas sur ces techniques ont du mal à revenir en arrière, mais il n'empêche qu'il y a une appropriation. Et tu l'as aussi partagé sur l'aspect client, du coup, à la fois de mettre en avant les avantages de la technique, et puis les conséquences que ça a, en particulier le fait qu'il n'y aura pas d'odeur. Donc il faut avoir d'autres perceptions du fait que la prestation de nettoyage a été faite. Quoi. Voilà. Et toutes ces notions de biofilm sur les sols. Les sols qui tracent, voilà.
vulgairement, les sols qui tracent, effectivement, avec ces méthodes-là, on n'en a aucun. C'est déjà, quand on arrive chez un client qui a subi ça, c'est déjà un très, très bon point. Et puis, je trouve que c'est intéressant parce qu'on est rentré par une question qui est environnementale, enfin, qui est technique, mais aussi environnementale. On s'est posé la question de l'impact sur l'environnement et qu'on se rend compte que quand on la déroule, et ben, en fait, on combine, et c'est souvent le cas quand on aborde les sujets sous l'angle de la RSE, hein, c'est qu'on va faire le lien avec des questions de santé. Je trouve que tu as vraiment de manière très précise soulevé, alors en combinant avec la technique de préimprégnation, hein, qui a un effet sur la réduction des TMS, avec le coût que ça peut engendrer, et puis plus globalement sur l'aspect sur la santé au travail. Ça a été plus avant par Christophe Leclerc expliqué l'impact positif ou j'ai un doute sur le fait que c'était comment dire, compatible avec les allergies qu'on peut rencontrer aussi dans les équipes, qui sont des allergies cutanées ou des allergies olfactives, donc, et qui peuvent aussi se rencontrer côté client. Je pense que c'est un argument aussi, hein, de mettre ça en avant. Il y a une forme de neutralité. Une fois dépassé, du coup, l'habitude d'avoir une odeur quand ça a été nettoyé, je pense que ça a un tas d'effets sur la santé. Donc, et puis sur l'aspect aussi économique, là, merci aussi pour ce partage très factuel de l'impact que ça peut avoir. Parce que c'est vrai qu'on imagine bien, je pense, que le surinvestissement que ça peut représenter, voilà, un peu le temps et l'énergie qu'il va falloir consacrer quand on change de technique comme ça. Mais tu témoignes du fait que ça a aussi un effet sur l'aspect économique. Donc on retrouve bien les différentes dimensions qu'on retrouve dans la RSE, d'arriver à trouver des solutions qui sont une forme d'optimum entre l'impact sur l'environnement, l'impact sur la santé et l'aspect social, et puis l'impact sur les humains, les personnes, et puis cette dimension économique qu'il faut aussi arriver à combiner. Je trouvais ça très intéressant. Est-ce que Christophe Leclerc ou Léa Chassagnol, vous voulez éventuellement réagir ou compléter peut-être? J'avais un élément qu'on avait évoqué lors de la préparation que j'ai oublié et qui est connu par beaucoup d'entre vous, qui s'associe à ces techniques et dans le même esprit, ce sont les disques diamants. Disques diamants qu'on voit apparaître de plus en plus parce que les résultats sont positifs, donc on recherche des applications différentes. Quand je dis on, c'est la profession, hein. Et là aussi, sécurité, moins de chimie. Enfin, à mon sens, on rentre aussi dans la même spirale vertueuse, et les résultats, pour ceux qui ne connaîtraient pas ces produits, ça vaut le coup de tester. On a vraiment d'excellents résultats sur beaucoup de surfaces. Je me permets de partager du coup la diapo que vous avez préparée, qu'on n'a pas visionnée, mais qui met en avant ces disques-là du coup. Vous avez aujourd'hui des grands donneurs d'ordre, je ne parle pas de société de nettoyage, mais vos clients finaux sur des dossiers nationaux qui imposent ces techniques ou qui vont l'imposer. Et pour ce faire, ça a été vraiment testé de façon sérieuse et dans la durée. Et on optimise vraiment le paramètre sécurité parce que là, pour le coup, on sort à minima la chimie quotidienne. Je ne vais pas parler de chimie de remise en état, ce qui est un domaine encore différent, mais au moins la chimie quotidienne, ce qui représente les gros volumes et les risques les plus fréquents. Donc, et on touche, excusez-moi, parce que là on voit des pierres marbrières ou du marbre, on touche un nombre de revêtements assez dingue aujourd'hui. C'est vraiment très très important. Des thermoplastiques au granit, il y a vraiment des solutions intéressantes pour vous. Donc là, on combine finalement deux des quatre facteurs qui étaient présentés en introduction, rappelés par Christophe, qui sont l'action mécanique et une action chimique, c'est ça, à travers l'eau ozonée, quoi. Enfin, chimique sans produit chimique, mais grâce à la technique de l'eau ozonée, en fait. Okay. James, je profite de l'occasion pour demander à nos deux interlocuteurs ce qu'ils pensent aussi de la mélamine en termes de remise en état. Moi, j'aime beaucoup. On multiplie le nombre de... Alors, on a multiplié les essais sur les types de mélamine. Actuellement, on s'est rendu compte que l'essai... il était très difficile de préconiser sans essai, et souvent le cas, parce qu'en fait, on a de très bons résultats sur des associations sol-salissure et de moins bons à certains endroits. Par contre, on obtient vraiment des trucs super intéressants
sur des thermoplastiques, mais ça dépend du thermoplastique, ça dépend s'il a été mis en cire. Donc, c'est là où l'essai est nécessaire. Sur des surfaces dures, très bon résultat. Les carrelages, la porosité des carrelages, on arrive à avoir une action nettoyante qui est aussi très pertinente. Donc, moi, je sais que je mets en avant parce que là aussi, pas de chimie ou moins de chimie. Des fois, on l'associe avec de la chimie quand même. Oui, avec un peu de détergence pour. Oui, voilà. Mais produit intéressant. intéressant. Et puis là aussi, c'est léger, c'est sécuritaire. Nous, on aime bien. Et la composition de la mélamine est sans danger. Alors, c'est vrai que je l'utilise, mais on connaît peu. Ouais, je n'ai pas de données là-dessus. Pas de données. Et Christophe Leclerc non plus, non? Non, je n'ai pas de données sur le sujet. Non, je n'ai pas de données sur le sujet. Pour revenir tout à l'heure sur vos propos et au regard un peu des maladies professionnelles, des risques professionnels, hein, bon, forcément, enfin, on sait que 97% des maladies professionnelles sont les TMS, hein, donc toutes les mises en œuvre des entreprises au travers de la réduction des ports de charge, notamment, hein, favorisent forcément la réduction des expositions. Hein, donc forcément, c'est très favorable à réduire de façon durable les TMS, quoi. Et puis sur l'aspect chimie, donc quand on a 97% de maladies professionnelles, hein, donc c'est à peu près 1400, hein, l'ordre de grandeur, hein, pour la France, hein, enfin pour la métropole, les maladies professionnelles liées au TMS, hein, donc il reste 3%. Et dans ces 3%, donc vous avez je crois vous avez une vingtaine de personnes par an, hein, qui sont liées, enfin qui ont des maladies professionnelles liées donc à la chimie, hein, soit du cutané ou des problèmes liés au respiratoire, quoi, hein, donc issus des produits. Alors c'est très compliqué, hein, puisque c'est multifactoriel, hein. Il y a bien sûr les produits qu'on utilise bien sûr au niveau professionnel, mais aussi c'est exposome, c'est-à-dire c'est aussi multifactoriel au regard peut-être aussi des conditions de vie de la personne, quoi, hein, parce qu'on peut aussi se polluer à la maison, hein, en utilisant des sprays, etc. Après, on voit aussi toutes les problématiques des assainissements d'air, hein, avec certains distributeurs de consommables hygiène en proposent dans les sanitaires. Bon, c'est à mon sens il faut déconseiller, quoi. Le tout, c'est d'avoir une ventilation. Il faut avoir une ventilation adéquate, quoi. Le tout, c'est que bien souvent, on gomme les problématiques de la ventilation en mettant un surodorant qui va masquer les odeurs. Mais la problématique initiale, c'est quand même un problème de ventilation, quoi. Donc, il faut vraiment agir sur ce sujet-là. Et là, malheureusement, nous, entreprise de propreté, on peut que détecter le problème et essayer de parer au problème en mettant cette solution-là. Mais il faut agir sur le fond, c'est le problématique d'écoulement des effluents, quoi. La conception des effluents, et puis après, le problème de ventilation des locaux, quoi, de sujet, quoi, hein. Voilà. Donc, et ça, bien sûr, il faut bien sûr éviter ces composants parce que c'est des composés organiques volatiles, hein. Et donc, alors c'est toutes les problématiques des parfums ou des encens qu'on peut retrouver aussi dans des bougies et autres, hein. Donc ça, c'est des choses qu'il faut absolument bannir, hein, et privilégier bien sûr l'aération naturelle des locaux, quoi. Mais on le sait depuis longtemps, hein, à travers la qualité de l'air intérieur qu'on mesure depuis des études depuis une vingtaine d'années. On sait que l'air intérieur est très pollué, hein, donc quand on a écrit dans les cahiers des charges il y a une vingtaine d'années ou une trentaine, ou 30 ans, que la première opération de nettoyage, c'était l'aération des locaux. Cette ligne-là a été supprimée, puis on revient aujourd'hui 30 ans après, quoi. Donc, je pense que c'est des choses qu'il faut proposer, parce que la qualité de l'air intérieur, quand les personnes arrivent au bureau qu'ils ont déjà mal à la tête, ça veut dire qu'il y a déjà enfin, moi, quand je suis arrivé au CTIP, j'avais fait des études sur la qualité de l'air. On a été à une étude avec l'OMS et on avait mesuré des seuils de dioxyde de carbone 4 fois supérieurs à l'intérieur des locaux dès le matin, quoi. C'est-à-dire que le soir, les installations sont coupées et donc le matin, les gens arrivent dans un air qui est vicié, quoi. Donc, de ce fait-là, ils ont très vite mal à la tête. Donc de ce fait-là, alors c'est bien de faire des économies d'énergie, mais c'est aussi, faut s'assurer aussi du bien-être des salariés sur leur lieu de travail, quoi. Donc la qualité de l'air, c'est aussi, à mon sens, un enjeu pour nos entreprises, et c'est d'être force de proposition, quoi, sur le sujet, quoi. Alors, sachant qu'on ne travaille pas trop il y a peut-être des sujets à traiter, à travailler sur toute la partie nettoyage des gaines de ventilation, hein, donc c'est des métiers très particuliers.
Mais je pense que ça peut le devenir hein, concernant cette, qui peut être une conséquence de la crise d'ailleurs pour nous, hein, secteur propreté. De nouveaux marchés, quoi. Merci beaucoup pour cette contribution. Il y a une question dans la conversation qui s'adresse à toi, Jean-Pierre. Est-ce que tu as des infos produits ou des fournisseurs sur la mélamine, qui pourraient peut-être aussi concerner la Chastagnole éventuellement On la trouve. Alors, je pense que chez tous nos fournisseurs, on peut trouver de la mélamine aujourd'hui. Elle est largement distribuée. Je pense que M. Chastagnol ne va pas me contrarier là-dessus. Voilà. On la trouve aussi bien en disque d'ailleurs que sous forme d'éponge, avec des densités différentes, donc avec des applications différentes. C'est vrai que nous, on la connaissait au départ, il y a même 7-8 ans en arrière, pour les liners piscine. Au début, on les utilisait pour ça. Et aujourd'hui, pour répondre à mon confrère, effectivement, sous forme de disque, où on avait, nous, des difficultés sur notamment les remises en état des carreaux ciment, qui reviennent à la mode, alors que ce soit les nouveaux, d'ailleurs, réellement faits en carreaux ciment, hein, pas des imitations de carreaux ciment ou les anciens. La mélamine, c'est le meilleur moyen de les décaper sans aucune chimie et avec de très, très bons résultats. Mais je pense que les disques mélamine, aujourd'hui, tout bon distributeur les fournit. Il n'y a que les bons. J'ai fâché personne, c'est bon? Oui, voilà. Ouais. Voilà. J'en profite, alors là c'est plus technique, mais vous l'avez aussi en pad rectangulaire maintenant. Et on a détecté des résultats très intéressants sur les machines, à la mode aussi, orbitales, les machines vibrantes. Exact. Mélamine et vibrations, c'est assez pertinent aussi. Et là, l'orbital ayant un intérêt aussi pour l'utilisateur, parce que facile à manipuler, moins besoin de formation qu'une monobrosse traditionnelle, moins de danger, etc. Donc là aussi, je pense qu'on est dans le même sujet. Tout à fait, oui. Alors, est-ce qu'il y a des questions complémentaires avant qu'on passe à la conclusion? Voilà, n'hésitez pas à ouvrir votre micro, prendre la parole. On est dans un groupe qui le permettrait, ou si vous préférez, ou si c'est plus commode pour vous de passer par la conversation. Est-ce qu'on peut prendre encore une ou deux questions, réactions? James, je vous ai envoyé un document de comparaison avec l'électrolyse de sel. Oui. Par rapport à la question que nous avons eue tout à l'heure. Ah, très bien. Je vais voir si je peux l'ouvrir du coup. Il rentre, détaille un petit peu avantages-inconvénients. Ça semble assez neutre. D'accord. Très bien. Ben, et si vous êtes OK, on pourra le partager avec les participants. Oui, bien sûr, il n'y a aucun souci. OK, très bien. Ça marche. Très bien, merci. Il n'y a même pas de logo. Oui, c'est vrai. C'est un document de texte. J'en témoigne. Je le partagerai. Merci beaucoup. Bon, j'ai l'impression que ça... On espère que ça a répondu à vos attentes. Voilà, le fait qu'il n'y ait pas de questions. Est-ce qu'on peut peut-être se faire un petit rapide tour de salle pour savoir voilà, dans quelle mesure ça, par rapport à l'intérêt que vous avez eu pour le thème du webinaire, ça a répondu à vos attentes et peut-être éventuellement, parce qu'on est en pleine réflexion, là, pour rien vous cacher, on arrive en décembre, donc on va programmer une nouvelle année d'animation pour le club RSE du SPENRA. Donc, et donc, on est aussi vraiment à l'écoute de thèmes qui seraient intéressants pour vous. Alors, les modalités, on les adaptera, vous imaginez bien. Là, on a effectivement fait beaucoup de webinaires cette année, un peu contraints et forcés. On aimerait beaucoup élargir en faisant d'autres types d'activités. On avait prévu d'ailleurs une visite de site, une chocolaterie au mois de mars qu'on a dû, en plein début du confinement, donc qu'on a dû bien sûr annuler et qu'on espère pouvoir refaire. Il y a quand même des chances qu'il faille attendre encore quelques temps pour qu'on puisse imaginer ce type de visite en entreprise, mais voilà, dès que ce sera possible, on essaiera de le faire. Donc on essaie de varier aussi les formats, de faire des temps de rencontres en salle ou autour de salons. C'est des événements qu'on a fait dans le passé qui ont, je sais, intéressé les uns et les autres. Mais voilà, est-ce que déjà, sans parler forcément de la modalité, ça après on essaiera de trouver au mieux la solution, mais s'il y a des sujets qui dans le champ très vaste de la RSE, à la fois sur l'aspect santé, l'aspect environnemental, bien sûr, qu'on a traité aujourd'hui, mais également sur la relation qu'on peut avoir avec les clients à sujet, avec les équipes. Donc, les sujets sont nombreux. Donc, voilà, si vous êtes OK pour prendre la parole, pour dire est-ce que la séance d'aujourd'hui vous a intéressé, et puis éventuellement une idée. Est-ce
que Thérèse, je peux te passer la parole? Il faut que tu coupes. Voilà, super. Oui, voilà. Donc, bonjour à tous. Alors, moi, j'ai écouté des choses très intéressantes parce qu'effectivement, il y a des méthodes que je n'utilise pas, mais que je vais certainement mettre à l'essai parce que il y a une chose où Jean-Pierre a complètement raison. Aujourd'hui, on arrive enfin à vendre de l'hygiène auprès de nos clients. Et alors, c'est vrai que cette pandémie, elle nous a apporté beaucoup de mauvaises choses, que ce soit au point de vue professionnel ou même personnel, je dirais. Mais par contre, au point de vue professionnel, il nous permet également de valoriser un peu notre métier et de pouvoir permettre de montrer à nos clients d'autres choses que ce qu'ils ont l'habitude de voir. Et je trouve que tout l'enjeu est là aujourd'hui, que ce soit du côté, notamment au niveau du RSE, hein, parce qu'on est carrément dedans, ça nous permet de mettre en avant, comme les franges pré-imprégnées, etc. Mais c'est complètement ça, ça nous permet de mettre en avant le vrai métier du nettoyage. Notamment, c'est pas on rentre dans une pièce, il sent bon, ça a été nettoyé, alors que parfois il n'y a aucune odeur, mais le nettoyage, là, il est fait correctement. Et effectivement, je trouve cette réunion très intéressante parce que les personnes qui sont intervenues au début nous ont donné pas mal de tuyaux pour pouvoir, entre guillemets, vendre, expliquer à nos clients finalement ces nouvelles méthodes. Et je pense qu'il y a un gros challenge de notre part. Alors, je ne sais pas comment, hein, mais en tout cas, moi, en interne, je me permettrai de le faire parce qu'aujourd'hui, les clients prennent enfin le temps d'écouter l'entreprise de nettoyage, chose qu'ils ne faisaient pas auparavant. Voilà ce que je retiens globalement de tout ça. Merci beaucoup pour ce retour. Est-ce que Christophe Lamy, on peut vous passer la parole? Oui, écoutez, effectivement, c'est toujours intéressant de pouvoir parler des différents systèmes qui existent sur le marché, parce qu'il y a des choses aussi qui sont plus ou moins utilisées ou qui ont des contraintes plus ou moins différentes. On l'a vu, rien n'est parfait, on va dire, mais il faut que ça s'adapte bien sûr aux clients et à nous et aux salariés, quoi, enfin, un autre mode de fonctionnement. Par contre, c'est vrai qu'il y a quand on parle de RSE, on parle de la RSE, effectivement, il y a une notion globale qu'il faut prendre en compte, effectivement, pour les TMS, pour l'environnement, pour tout. C'est vrai que c'est intéressant justement de valoriser ces solutions dans son ensemble, dans leur ensemble, de façon à faire un choix, parce que bien sûr, ça a un impact notamment au niveau de la formation du personnel et du message qu'on a à passer auprès du client, quoi. Donc, mais c'est toujours très intéressant de pouvoir connaître d'autres systèmes, de s'intéresser, voilà, je trouve que c'est bien d'en parler, et puis après de pouvoir mettre en place peut-être des projets, des nouveaux projets, des essais en tout cas déjà. Bien. Par contre, il y a une chose dont on parlait tout à l'heure, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez dû entendre parler que Lyon va bientôt interdire les véhicules diesel. Et c'est vrai que les flottes automobiles de société sont souvent, sont exclusivement en diesel. Et c'est vrai que aussi bien les particuliers que les entreprises peuvent être un petit peu perdus pour se projeter, on va dire, à l'avenir par rapport à ce problème. Et c'est vrai que je pense que ça serait intéressant d'un jour de pouvoir en parler un peu, savoir par rapport à la RSE, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, parce que bien sûr, ce n'est pas des petits investissements, ce sont des investissements lourds et dont on est obligé de passer, quoi. Enfin, on est obligé de s'en occuper, quoi. Ouais, très intéressant. Ouais, on va noter ça comme sujet, effectivement. Ça peut faire l'objet d'un des sujets d'animation de début d'année. Ouais. Très, très bien. Très bonne idée. Bien. Merci beaucoup. Donc, alors, en fait, déjà le temps passe, il nous reste encore peu de temps, et puis je vois que pour les uns et les autres, vous êtes parfois connectés, mais sans forcément avoir de micro. Donc, je propose qu'on n'aille pas plus loin dans le tour de table. Est-ce que Blandine, je peux vous passer la parole peut-être pour éventuellement un petit mot de conclusion, si vous le souhaitez?
perdu Blandine. Oui, pardon. Oui. Bon, un petit problème de souris Pas de souci. qui marche plus, visiblement. Donc, non, écoutez, juste effectivement, ne pas hésiter. Donc, on va vous faire parvenir le support. Si en retour, voilà, vous pouvez alimenter par retour de mail auprès de Célia, des sujets qui pourraient faire office à la fois de sujets type visio ou atelier de travail, puisqu'on a pour habitude dans le cadre du club RSE d'avoir une journée où on est plus sur du travail collectif, voilà, travailler un peu plus de fond. N'hésitez pas, voilà, essayez de. On est là aussi pour répondre à vos besoins. C'est vrai qu'on a des idées sur le sujet. Il n'y a pas de. Mais peut-être qu'il y a certaines priorités que voilà, vous pouvez nous exprimer et qui nous permettront de traiter les sujets en priorité. La mobilité, ça fait partie, effectivement, pour répondre à M. Lamy, la mobilité durable, ça fait partie des sujets qui, d'ailleurs, une offre en 2021 va sortir au niveau de la branche. Mais on peut très bien le traiter, effectivement, ne serait-ce que sur la partie flotte. D'autres sujets, voilà, la relation client, ça fait partie aussi, l'engagement sociétal fait partie aussi d'une partie, je dirais, de l'engagement RSE des entreprises, l'ancrage territorial. Il y a des sujets sur lesquels on n'a pas forcément encore avancé et forcément poussé. À voir si ça peut vous intéresser. En tout cas, je ne vais pas tenir plus longtemps, mais je vous remercie tous pour votre participation. Très bien. Écoutez, merci pour cette prise de parole. Donc, il est midi, donc voilà, on va tenir en ponctualité la fin de ce webinaire. On remercie les différents intervenants de ce webinaire qui sont mobilisés pour le préparer, pour être présents aujourd'hui et pour nous apporter ce contenu intéressant. Donc, on partagera les supports, comme ça a été annoncé. On partagera également un lien, si vous le souhaitez, pour revisionner le webinaire. Et le partager autour de vous si des gens n'ont pas pu assister. Donc, voilà, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Merci à Tout le monde. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Bonne journée.